Voilà, donc là maintenant c'est toujours le concours blanc numéro 2, mais cette fois la deuxième épreuve. Donc on va commencer en étant très original par l'exercice 1. Alors dans l'exercice 1, il est question d'une équation en fait qui est un prétexte à fabriquer une suite et ensuite un petit peu de programmation en Scilab. Petit souci entre guillemets que peu d'entre vous ont respecté et ça vous a quand même porté pas mal préjudice parce que vous êtes parti là-dessus et ça vous envoyait sur une fausse piste. Je vous disais dans l'énoncé que on ne demandait pas de calculer les solutions de l'équation. Évidemment, on peut le faire, mais quand j'écris qu'on ne demande pas de le faire, ça sous-entend qu'on peut mener tout le travail sans calculer effectivement ces solutions, et ce qui veut dire que les questions sont posées dans cette optique. Certains d'entre vous les ont calculées, ce qui n'est pas un problème en soi, mais vous avez été coincés du coup pour répondre à certaines questions. Donc première question, montrez que l'équation admet deux solutions. Votre équation c'était x carré moins x moins 1 égale 0. Évidemment c'est une équation du second degré, je vais calculer le discriminant. Le discriminant donc qui est moins 1 au carré moins 4 fois 1 fois moins 1 qui vaut 5 donc et qui est strictement positif. Donc l'équation E admet deux solutions distinctes. Par la suite, la solution positive, la seule solution positive, parce qu'évidemment il va y avoir une solution positive et une solution négative, mais on nous dit qu'il n'y en a qu'une seule et on la note phi. Très bien. Deuxième question, vérifiez que phi égale racine de 1 plus phi. Qu'est-ce que l'on sait sur phi? Phi est solution de E. Donc, en particulier, eh bien, phi vérifie l'équation, c'est-à-dire phi carré moins phi moins 1 égale 0. Ce qui revient à dire que phi carré est égal à phi plus 1. J'ai des nombres positifs de part et d'autre. Et donc je peux appliquer ma racine carrée. Et comme j'ai des nombres positifs, il y a bien équivalence. Et donc on aura phi égale racine de phi plus 1. Puisque phi est positif. Si phi était négatif, on n'aurait pas tout à fait ça. Ensuite, on nous demande de vérifier que phi est compris entre 1 et 2. Bon. Donc, par ailleurs, on vous dit que phi est positif. Alors, il est supérieur ou égal à 0 en fait, hein. C'est ça que signifie le positif, mais évidemment il n'est pas égal à 0 puisque 0 n'est pas égal à 0 plus, 0 n'est pas égal à 0 plus 1, 0 n'est pas égal à 1. Donc phi est strictement positif. Donc, qu'est-ce que l'on va pouvoir dire? Eh bien que phi qui est égal à phi plus 1 et je ne vais pas noter ça comme ça, donc comme phi est positif, on a phi plus 1 qui est supérieur à 1, et d'où, par croissance de la fonction racine, phi plus 1 qui va être supérieur à racine de 1 qui vaut 1, par croissance de la fonction racine. Mais phi plus 1, ça c'est égal à phi, on l'a démontré juste avant. Donc, phi est bien plus grand que 1. Alors maintenant, il faut qu'on montre que phi est plus petit que 2. Là, avec des inégalités, c'est un peu plus compliqué. Néanmoins, on peut s'y prendre autrement. La fonction qui a x associe x carré moins x moins 1. On peut démontrer qu'elle est croissante sur R+, et même strictement croissante. Sur R+, car elle est de classe C1. Sur cet ensemble, et sa dérivée et la fonction qui a x associe 2x moins 1. Alors ici j'ai marqué sur R+, mais sur 1 plus l'infini ça serait mieux, qui est positif sur 1 plus l'infini. Et donc finalement
Voilà. Donc comme elle est croissante, positive, C1, tout ce qu'on veut, on peut remarquer que en 1, l'image vaut moins 1. Qui est négatif. Bien sûr, la limite en plus l'infini et plus l'infini. Donc cette fonction, je vais quand même lui donner un nom, ça sera plus simple. Alors est-ce qu'on a déjà, il y a déjà f là-dedans. Je vais l'appeler psi. Ça vous fait une nouvelle lettre de l'alphabet grec. Et donc psi réalise une bijection de 1 plus l'infini dans l'ensemble d'arrivée qui est moins 1 plus l'infini. Or, 0 appartient à moins 1 plus l'infini. Et donc le TVI nous garantit une solution plus grande que 1, ça on le savait. Mais d'autre part, si je calcule psi de 2, combien vaut psi de 2? Ça vaut 4 moins 2 moins 1, 4 moins 3, c'est-à-dire 1 qui est positif. Donc la solution que l'on cherche, qui est phi, est comprise entre 1 et 2. J'aurais pu aller un petit peu plus vite. On n'avait même pas besoin ici d'appliquer en fait le théorème de la bijection pour justifier qu'il y avait une unique solution, puisqu'on l'avait fait avant. On pouvait simplement justifier que la fonction était croissante et montrer que psi de 2 était positif. Ça fonctionnait aussi. Question 3 maintenant. Petit a. On considère une suite et on nous demande de montrer que pour tout n, cette suite un eh bien, prend ses valeurs entre 1 et phi. Et ça, typiquement, ça se fait par récurrence. Soit n appartenant à n, on note Pn, la proposition, eh bien, un compris entre 1 et phi. L'initialisation. U0 nous le donne dans l'énoncé, c'est 1. Et bien sûr, vous avez 1 qui est compris entre 1 et phi. Donc P0 est vrai. On vient de la vérifier. La phase d'hérédité, soit n appartenant à n tel que P de n est vrai. Montrons que Pn plus 1 l'est aussi. Eh bien, qu'est-ce que l'on va faire? Tout simplement, on sait que un est compris entre 1 et phi. Or, la fonction, je vais t'embêter avec les lettres, g qui à x associe racine de 1 plus x est croissante sur l'ensemble 1 phi, ça suffira. En effet, notre fonction g est de classe C1 sur cet intervalle. Et pour tout x appartenant à cet intervalle, g' de x, donc c'est de la forme g de la forme racine de u, donc on aura u' sur 2 racine de u, qui est bien sûr positif. Donc la fonction étant croissante, on a alors, par croissance de la fonction g, g de 1 plus petit que g de un, plus petit que g de phi. C'est-à-dire g de 1 qui va faire racine de 2, g de un c'est un plus 1, c'est pour ça qu'on l'a choisi comme ça. G de phi c'est racine de 1 plus phi, et racine de 1 plus phi, on a démontré à la question 2 que c'était égal à phi. Et bien sûr, racine de 2 est plus grand que 1. C'était des inégalités larges, d'où eh bien un plus 1 est compris entre 1 et phi. Pn plus 1 est vrai. Reste à conclure, par récurrence, pour tout n appartenant à n, eh bien vous avez un
qui est compris entre 1 et phi. Fin de cette question 3a. Question 3b. Étudier la monotonie de la suite un. Soit n appartenant à n. Je calcule un plus 1 moins un, et ce qui va me donner racine de 1 plus un moins un. Alors là, il y a deux façons de s'en sortir. La première, c'est encore d'étudier une fonction. La deuxième, c'est d'utiliser l'expression conjuguée, ce qui va nous amener à un second degré, en fait, et on pourra en trouver le signe. Première méthode, si j'étudie la fonction g, la fonction qui a x associe racine de 1 plus x moins x, qui est de classe C1 sur alors l'intervalle qui nous intéresse, sur R+. Si je me donne x appartenant à R+, eh bien vous allez avoir g' de x, qui va être égal à 1 sur 2 racine de 1 plus x moins 1, c'est-à-dire 1 moins 2 racine de 1 plus x divisé par 2 racine de 1 plus x. Très bien. Alors cette fonction, en fait, on va même l'appliquer à des nombres qui sont dans l'intervalle 1 phi, donc plutôt que R+, je peux prendre 1 plus l'infini, ça suffira. Or, pour tout x appartenant à 1 plus l'infini, non, en fait, R+, ça suffisait. On peut laisser ça comme ça, hop. Vous allez avoir racine de 1 plus x qui va être supérieure à 1, et donc le numérateur sera négatif. Vous avez 1 moins un nombre qui va être plus grand que 1, même plus grand que 2 ici. Donc, g' de x est négatif, g est donc décroissante. Sur R+. Bon. Il nous suffit de regarder maintenant combien vaut g de phi. Ça vaut donc racine de 1 plus phi moins phi, c'est-à-dire phi moins phi, puisqu'on a vu que racine de 1 plus phi était égale à phi, c'est-à-dire 0. Et donc finalement, on peut avoir le tableau de variation suivant. Donc ce qui va nous intéresser, nous, c'est ce qui se passe en fait entre 1 et phi, tout simplement. Le signe de g' est négatif, donc g est décroissante. G de 1, on ne sait pas trop combien ça vaut, mais on s'en fiche. Et donc ici, on aura les variations de la fonction g. Vous remarquez que entre 1 et phi, g est décroissante et arrive à 0, donc pour tout x appartenant à 1 phi, vous avez g de x qui reste au-dessus de 0, donc qui est positif. Et donc forcément, un plus 1 moins un qui vaut g de un est positif, puisqu'on a vu avant que un était compris entre 1 et phi. Donc la suite un est une suite qui est croissante. Ça, c'est la première méthode. Un peu longue, mais elle fonctionne correctement. La deuxième méthode, c'est de reprendre notre écriture. Donc on avait un plus 1 moins un qui était égal à racine de 1 plus un moins un. Je vais multiplier par la quantité conjuguée, et donc je vais avoir racine de 1 plus un moins un multiplié par racine de 1 plus un divisé par ce par quoi j'ai multiplié, donc racine de 1 plus un. Au numérateur, c'est une identité remarquable, remarquable, donc vous allez avoir a carré moins b carré. Maintenant, il faut étudier le signe du numérateur.
étudions le signe de 1 plus x moins x carré pour x appartenant à l'intervalle 1 phi. Je ne vais pas le faire entièrement, mais vous avez l'idée. C'est un trinôme du second degré. On fait le tableau de signes. Et on va se rendre compte que cette chose-là, en fait, est positive. Pas partout, hein, mais juste entre 1 et phi, ce qui nous suffira. Et bien sûr, on conclut de la même façon. Donc, on a la monotonie de la suite. Remarquez que on sait que la suite est croissante, elle est majorée par phi, donc on sait déjà qu'elle va converger. C'est pas ça la question, mais on a déjà cette information. On ne sait pas vers combien, mais on peut savoir qu'elle va converger. Ensuite, on nous demande de montrer que un plus 1 moins phi est inférieur ou égal à 1 demi de un moins phi, et ça, typiquement, c'est de l'inégalité des accroissements finis. Pour ce faire, il faut pouvoir avoir une relation fonctionnelle entre un plus 1 et un, dont phi est un point fixe, c'est-à-dire une fonction pour laquelle phi, une fonction que je vais appeler g par exemple, moi j'ai déjà donné un nom, j'ai pris celle-là, ouais, c'est cette fonction g ici qui... Bon bref, en utilisant la fonction qui a x associée racine de 1 plus x, on va avoir un lien entre un plus 1 et un, et entre phi et l'image de phi, ce qui nous permettra d'appliquer l'inégalité des accroissements finis. Donc si je choisis ma fonction g qui a x associe 1 plus x, on a déjà vu qu'elle était de classe C1, on en a déjà parlé un petit peu dessus, on sait que g' de x est égal à 1 sur 2 racine de 1 plus x, et ça, évidemment, ça va être inférieur ou égal à 1 demi. Pour bien sûr x dans l'intervalle 1 phi. En fait, dès que x est plus grand que 1, ça nous suffit. En fait, tout simplement, pour x plus grand que 1. G est de classe C1. Je le répète ici, hein, mais on l'a déjà dit plus haut. Et donc, d'après l'inégalité des accroissements finis, alors ici, en même temps, on peut dire que G' est compris entre 0 et 1,5, hein, comme G' de x est compris entre 0 et 1,5 sur une racine carrée, eh bien on a valeur absolue de G de un moins G de phi, qui est inférieur ou égal à ce coefficient que l'on vient de trouver, un moins phi. Oups, c'est pas une parenthèse fermée. Donc, G de un, c'est un plus 1. G de phi, c'est racine de 1 plus phi, c'est phi, qui va être inférieur ou égal à 1 demi de un moins phi. Voilà pour la question C. Question D. Comment est-ce qu'on va faire? Une petite récurrence très simple. Par récurrence. Alors je vais bien la rédiger, hein, mais on peut aller assez vite. Soit n appartenant à n, on note Pn la proposition, valeur absolue de un moins phi, inférieur ou égal à 1 sur 2 puissance n moins 1. L'initialisation, U1 vaut 1, et d'autre part, 1 sur 2 puissance 1 moins 1, ça vaut 1 sur 2 puissance 0, ça vaut 1. On a 1 qui est inférieur à 1, donc la proposition P1 est vraie. Ici, hop, dans une étoile, l'hérédité, soit n appartenant à n tel que Pn est vrai. Vous avez donc un plus 1 moins phi
qui est inférieur ou égal à 1 demi de un moins phi, et un moins phi est lui-même plus petit que 1 sur 2 puissance n moins 1, c'est tout. Donc, valeur absolue de un plus 1 moins phi est bien plus petit que 1 sur 2 puissance n. Pn plus 1 est vrai. Conclusion, pour tout n appartenant à n étoiles, eh bien un moins phi est inférieur ou égal à 1 sur 2 puissance n moins 1. Voilà ce qui termine cette première partie de l'exercice 1, la suite étant essentiellement des questions informatiques. Question 4a. En utilisant le fait que ln de 10 sur ln de 2 vaut environ 3,322, montrer que le plus petit entier n tel que un-phi est inférieur à 0,1 et de 8, eh bien, nous on sait que un-phi est inférieur à 2 puissance n-1, et pour faire ça, il suffit que on cherche quand est-ce que 1 sur 2n-1 est inférieur ou égal à 0,01. Pour avoir ça, donc je vais tout multiplier par 2 puissance n-1, donc vous allez avoir 1 inférieur à 0,01 multiplié par 2 puissance n-1. Je divise par 0,01, ce qui revient à multiplier par 100. Il faut donc que 2 puissance n-1 soit supérieur ou égal à 100. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer le logarithme. Donc je vais avoir n-1 ln de 2, plus grand ou égal, il faut que je fasse apparaître ln de 10, ln de 10 au carré. Et donc on va avoir n-1 qui va être plus grand que 2 ln de 10 divisé par ln de 2. Ou si vous préférez encore, n qui va être plus grand que 2 ln de 10 sur ln de 2 plus 1. Ça, on nous dit que ça fait environ 3,322. Donc 6,644 plus 1, 7,644. Et le premier entier plus grand que ça, c'est 8. Donc n supérieur ou égal à 8. Voilà pour ça. Question B. Je vais passer une étape. Question B. On nous demande de compléter une fonction. Donc ma fonction, elle va me renvoyer un résultat. D'après ce qu'il y a dans la fonction ici, c'est u que je dois mettre. Ensuite, je vais partir de u égale 1. Ensuite, je vais avoir ma boucle for. Je dois aller de 1 à 8. U va être égal à racine de 1 plus u. Alors même ici, il faudrait même que j'aille, pour être bien rigoureux, comme je pars de u1, il faudrait que j'aille de 2 à 8. End. Et puis ici, end function. Alors, dans l'énoncé, on partait de 1, et donc ici, il faut aller à 7. De 2 à 8 ou de 1 à 7. Voilà pour cette question 4b. Question 4c, on va faire la même chose, mais cette fois, plutôt que de faire répéter un certain nombre de fois les choses, on veut permettre de donner une précision plus qu'un certain nombre d'itérations dans la boucle. Et donc, on nous dit, exprimer en fonction de k la valeur du plus petit entier tel que un-phi est inférieur à 10 moins k. Donc, on veut que un-phi soit inférieur à 10 puissance moins k, ce qui revient à chercher la chose suivante. On cherche donc n tel que 1 sur 2 puissance n-1 soit inférieur à 10 puissance moins k. Et exactement comme on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais multiplier par 2 puissance n-1 et diviser par 10 puissance moins k, c'est-à-dire multiplier par 10 puissance k, il faut que 10 puissance k soit inférieur à 2 puissance n-1. Et exactement comme tout à l'heure, je vais m'en sortir avec du logarithme. On aura donc n-1 qui doit être supérieur à k multiplié par ln de 10 sur ln de 2. Si ça va un petit peu vite, vous pouvez le refaire, mais c'est exactement la même méthode que ce qu'on a fait à la question 4a. C'est-à-dire que n doit être plus grand que k ln de 10 sur ln de 2
plus 1. Modifier la fonction précédente. Alors bien sûr, on peut modifier la fonction précédente avec un while. Et donc la fonction sera plutôt la suivante. On va vraiment modifier à la marge. Hein. Donc fonction u égale phi de k. Je vais toujours commencer par u égale 1 puisque ma suite ne change pas. For k égale 1 jusque, bien comme tout à l'heure, on était allé jusqu'à 8 qui était le nombre avant, on était allé jusqu'à 7 qui était le nombre juste avant 8, et ici on ira au nombre entier juste avant cette chose-là, c'est-à-dire il va falloir que l'on aille juste au-dessus, donc Ceil de k multiplié par log de 10 divisé par log de 2. Certains d'entre vous l'ont fait avec un while, ça peut aussi marcher, il n'y a pas de souci là-dessus. Et ensuite on aura donc u égale sqrt de u plus 1, ça me fait penser que je ne pense pas l'avoir écrit correctement ici, voilà, on modifie ici. End et end fonction. Voilà pour cette question D. Encore une fois, vous pouvez très bien le faire avec un while, ça marchait aussi. Question 5, une autre méthode, où là, on va décider de faire comme si on ne savait pas trop comment ça fonctionnait finalement, et on va s'arrêter quand un moins un moins 1 est inférieur ou égal à un certain nombre e donné par l'utilisateur. Donc là aussi, je vais faire une fonction, u toujours, puisque je vais toujours renvoyer une suite. Une fonction qui va me renvoyer quoi ? Eh bien, qui va me renvoyer, je vais l'appeler par exemple suite, jusque e. Donc j'aurai toujours u égale 1, ça ne va pas changer les choses. Je vais m'intéresser au suivant, que je vais appeler us, qui sera ici sqrt de 1 plus 1, donc sqrt de 2. Pour pouvoir comparer, comme je dois comparer un et un-1, il faut que je compare un nombre et le suivant, en fait. Hein. Et dans ce cas-là, il faut que j'en garde 2 pour pouvoir faire les comparaisons. Donc tant que la valeur absolue de us, u comme u suivant, hein, moins u, est supérieur ou égal à e, tant qu'il y a trop d'écart entre les deux, je continue le travail. C'est-à-dire que mon u devient le u suivant, et le u suivant, je le calcule comme étant le suivant du suivant. Et ma boucle est terminée. Voilà. Et question B, on me demande si jamais une fonction avec une boucle while, elle peut ne jamais se terminer. Ici, en fait, ce qui se passe, c'est que si jamais la suite U ne convergeait pas, eh bien, il se pourrait très bien que l'écart entre deux termes consécutifs ne diminue pas et ne devienne pas plus petit que le nombre E. Et dans ce cas-là, ce qui se passerait, c'est qu'on aurait une boucle qui tournerait de façon infinie et qui ne s'arrêterait jamais. Alors, dans le cas présent, ça n'est pas possible puisque la suite, elle converge, donc l'écart entre deux termes va devenir très petit, va finir par devenir plus petit que la valeur E donnée par l'utilisateur, mais dans le cas général, on ne sait pas trop ce qui se passe, et il faut être très vigilant quand on utilise une boucle while, une boucle tant que, on n'est pas certain, enfin il faut être certain plutôt, que la condition que l'on met dedans finisse par ne plus être vérifiée, sinon la boucle elle tourne indéfiniment. Et la deuxième question qu'on se pose, c'est est-ce que la boucle peut se terminer prématurément ? Dans le cas où l'on a fait ce travail, oui, ça pourrait très bien se terminer prématurément, puisque la boucle, elle va s'arrêter dès que l'écart entre deux termes consécutifs va devenir petit. Alors évidemment, on espère que lorsque n va tendre vers plus l'infini, l'écart entre deux termes, ils deviennent toujours petits. Mais il se pourrait très bien que parmi les premiers termes de la suite, il y ait deux termes consécutifs qui soient relativement proches, sans qu'on soit vraiment près de la limite, et pour lesquels, eh bien, on ait l'écart entre ces deux termes qui soit plus petit que E, la boucle s'arrêterait sans qu'on ait une valeur approchée de la limite, puisque c'est ça que l'on veut.
Donc là, cette deuxième méthode qui vous est proposée, en fait, on ne sait pas du tout ce qu'elle va donner comme résultat, à l'inverse de la première, hein, alors que vous l'ayez programmé avec un for ou avec un while, la première fonction, ça fonctionne pareil, il n'y a pas de souci là-dessus, mais là, avec cette deuxième méthode, en fait, elle est mauvaise, tout simplement. Voilà pour ce premier exercice.